Après l'inculpation mardi de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, le procureur général près la Cour suprême a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Plusieurs fonctionnaires et acteurs économiques devraient être entendus dans le cadre de cette procédure. Le 19 août marque la Journée internationale de l'aide humanitaire dédiée à saluer le travail des acteurs de terrain et à interroger l'efficacité des interventions en contexte de crise au Mali où les besoins demeurent immenses. Nous en parlons ce soir avec Madame Amina Diko, présidente de Solidaris 223. En Afrobasket 2025, le Mali vient de se qualifier pour la demi-finale en s'imposant à la Côte d'Ivoire 102-96. Très heureuse de vous retrouver pour le 1945. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Suite à l'inculpation mardi de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, le procureur général près la Cour suprême a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur la base du réquisitoire d'usage et plusieurs fonctionnaires ainsi que des acteurs économiques sont entendus pour être interrogés. Aminata Keita. L'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, désormais en détention, comparaissait ce mardi avec 9 de ses anciens collaborateurs devant la chambre d'instruction de la Cour suprême. 2 d'entre eux ont été inculpés, quelques-uns sont encore à auditionner, tandis que d'autres ont été acquittés. Parmi ces derniers figure son ancien directeur de cabinet, le professeur Isiaka Amadou Sengaré, âgé de 80 ans, poursuivi non détenu, dont le même dossier a fait savoir Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de Choguel. Suite à cette inculpation de l'ancien Premier ministre dont la date de procès n'a pas été fixée, le procureur général près de la Cour suprême a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire par la chambre d'instruction de la Cour suprême sur la base du réquisitoire d'usage. L'information judiciaire est basée sur des faits présumés de faux, d'abus de confiance, d'atteinte aux biens publics d'un montant égal à plusieurs milliards de francs CFA, de blanchiment d'argent et de complicité des dits crimes selon le communiqué de presse de la Cour suprême. Des fonctionnaires et opérateurs économiques sont impliqués pour ces chefs d'accusation. Même si leurs identités n'ont pas été révélées, la Cour précise, je cite, « Les fonctionnaires impliqués sont essentiellement ceux qui ont eu à intervenir dans les dépenses publiques relevant du budget de la primature de 2021 au 30 novembre 2024 et que les opérateurs économiques sont ceux qui, dans le cadre de conventions passées, d'ententes établies ou de prestations réalisées, ont traité des affaires à donner lieu à la consommation du budget de la primature. » Fin de citation. Dans ces affaires judiciaires, la gestion est assurée par la Cour suprême en ce qui concerne les poursuites pénales et l'instruction judiciaire, ainsi que le pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la criminalité économique et financière. D'ores et déjà, des interrogatoires dits de première comparution ont eu lieu hier à la suite de laquelle des inculpations et des mises en examen ont été prononcées. Mieux encore, des notifications de poursuites pénales ont été données, tout comme des mandats de dépôt décernés. Ce 19 août, le monde a célébré la Journée internationale de l'aide humanitaire, un moment pour rendre hommage aux acteurs de terrain et réfléchir à l'efficacité des interventions dans les zones de crise. Au Mali, où les besoins restent énormes, une question centrale se pose. L'assistance humanitaire atteint-elle réellement les populations les plus vulnérables? Pour en parler, nous recevons ce soir Madame Amina Diko. Elle est la présidente de Solidaris 223. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Bonsoir. Alors, parlez-nous brièvement des actions de Solidaris 223 sur le terrain. Bonsoir, merci pour l'opportunité. Solidaris 223 est une association humanitaire et citoyenne à but non lucratif qui existe à peu près depuis 10 ans et qui a pour mission de protéger les personnes vulnérables. Et nous mettons plus l'accent sur la femme et les enfants. Les gens nous demandent très souvent pourquoi, parce que nous savons tous que c'est des personnes vulnérables. Donc à Solidaris, nous avons plusieurs actions. Nous protégeons les enfants à travers les volets éducation et santé. C'est-à-dire, pendant la rentrée scolaire, nous offrons des kits scolaires aux enfants, surtout des zones rurales. Et nous faisons aussi le parrainage des orphelins et des enfants déplacés. Des difficultés, vous en avez certainement. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés à longueur de journée un peu plus? À longueur de journée, les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est surtout le défi financier. Parce que qui dit engagement bénévole
Nous savons tous ce qu'il y a derrière. Il faut courir par-ci, par-là pour chercher les moyens. Et à Solidaris, nos actions sont les plus accompagnées par des connaissances des opérateurs économiques, des amis à nous. Avec la situation qui prévaut aujourd'hui dans le pays, nombreux sont ceux qui hier nous aidaient, qui viennent aujourd'hui nous solliciter pour qu'on les aide. Donc les défis sont nombreux. Alors, situation humanitaire, quel est l'état de lieu que vous faites aujourd'hui de la situation au Mali? Bon, la situation de l'action humanitaire, de l'aide humanitaire au Mali en général, elle est critique. Parce que nous savons tous qu'il fut un moment, il y avait assez de bailleurs. Et de nos jours, nombreux sont ceux qui ne sont plus là. Donc nous sommes obligés de revoir, de recentrer tout sur l'État, de recentrer tout sur la population. Donc la situation, elle est telle que tout le monde voit. Donc on espère que ça va s'améliorer les jours à venir. Le rôle des ONG internationales et même locales comme Solidaris 223, il est crucial. Comment collaborez-vous avec les organismes internationaux? Bon, à Solidaris, nous n'avons pas de collaboration avec les organismes internationaux. Nous travaillons surtout avec les services étatiques. Par exemple, dans la protection des personnes déplacées, nous travaillons avec le ministère de la Santé. Et à travers leur service, le service de développement social, nous travaillons beaucoup avec eux. Et dans le cadre de la protection des droits des femmes, les questions des VBG, nous travaillons aussi avec le ministère de la promotion de la femme. Et comme partenaire que nous avons, c'est la tribune Jeunes de droit. C'est eux qui nous aident pour l'accompagnement juridique des survivantes des VBG. Alors concrètement, quels sont les chiffres? Combien de femmes et combien d'enfants est-ce que vous apportez votre aide? Bon, en 10 ans d'existence, ils sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux et chaque année, nous recevons encore plus d'autres qui sont dans des situations où ils ont besoin d'aide. Et à Solidaris, on ne baisse pas les bras. À travers d'autres partenaires des associations locales comme l'association Globale Santé et Solidarité de Jimé Kanté et d'autres associations, on se donne la main pour que chaque fois qu'il y ait un cas, qu'on puisse quand même gérer. Et est-ce que vos actions renforcent concrètement leur résilience? Oui, nous pouvons dire en ces termes que oui, nos actions vraiment renforcent parce que quand on prend par exemple la situation de la scolarisation des enfants en milieu rural, depuis un certain temps, nous avons mis l'accent sur cela et chaque année, nous offrons des kits scolaires, que ce soit pour les filles et les garçons. Et quand il y a des situations, par exemple, d'accès d'eau, parce qu'il y a un village qu'on appelle Kalaya dans la zone de Sibi, c'est l'accès d'eau qui fait que les filles ne partaient pas à l'école. Donc on a eu, avec l'aide des personnes de bonne volonté, à quand même faire un forage à leur niveau pour les aider à continuer les études. Et donc la question financière, vous l'avez abordée, un message à l'endroit des partenaires, des décideurs et même de la population? Bon, à l'endroit des décideurs, ils ont déjà commencé à financer les associations locales. Donc c'est une bonne idée, on les encourage dans ce sens. Aux bailleurs aussi, on leur demande de tourner les regards vers ces associations locales parce que ce sont des associations qui n'ont pas assez, mais qui font beaucoup. Merci à vous, Madame Diko. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous aussi. Ce journal se poursuit à l'heure où les smartphones transforment chacun en photographe du quotidien. Les professionnels doivent sans cesse se réinventer pour préserver la valeur et l'authenticité de leur art. Entre défis et passion, ils continuent de donner à la photographie son âme et son éclat. C'est ce que nous dit Assitou Mani Coulibaly et Assitou Bouari. Chaque 19 août, le monde célèbre la photographie. Au Mali, nombreux sont ceux qui ont choisi d'embrasser ces métiers, parfois au prix de grands sacrifices. Appareil à main, objectif fixé, il suffit d'un clic pour que la magie opère. Ceux qui ici consacrent le font avant tout par passion. Pour moi, c'est ça, en fait, la photographie. Cette passion qui t'anime à chaque fois que tu vois un décor, que tu vois un objet ou que tu vois quelque chose afin de lui donner une autre vie qui peut attirer le regard des autres. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des jeunes se servir de leur smartphone pour immortaliser un instant, rapide et parfois réussi. Le cliché pris au smartphone impose une concurrence supplémentaire aux professionnels de l'image. Pourtant, être photographe ne s'improvise pas.
Si tu donnes les outils d'un médecin à quelqu'un qui n'a pas fait la médecine, est-ce qu'il devient médecin? Je ne pense pas. Donc c'est la même chose avec la photographie. Même les photographes qui font par exemple des mariages, aujourd'hui sont tellement gênés, sont tellement bloqués par les gens qui ont des téléphones. Ils font souvent même les mariés regardent les gens qui ont des téléphones plus que même les photographes. Donc, à ces moments, ça peut poser des problèmes. Un art qu'il faut valoriser, un art qu'il faut montrer au grand public l'intérêt que tu as pour la chose, au fait. Imagine s'il y a un événement et qu'on t'appelle pour l'événement, tu donnes ton prix, on te dit « Ah, c'est juste pour quelques photos ». Quelques photos n'est pas juste, au fait. Pour certains, les smartphones représentent aussi une opportunité grâce aux avancées technologiques. Ils permettent aux photographes de gagner en rapidité dans l'exécution de leur travail. Payer les appareils, c'est cher. Et avoir un téléphone portable dans sa poche, c'est assez pratique. Ça nous permet de faire des photos partout, tout le temps. Les téléphones, ça permet de vulgariser la pratique. Quand la pratique est vulgarisée, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Parce que ça permet d'avoir plusieurs regards. Et quand il y a plusieurs regards, beaucoup de gens qui font la photo, ça crée une émulation. Ça permet à chacun d'entre nous de se surpasser, d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Mais malgré ces évolutions, la photographie professionnelle demeure incontournable. Elle reste très sollicitée, que ce soit lors des grands événements sociaux ou par les entreprises et organisations soucieuses d'immortaliser leurs activités. Après des années marquées par les épreuves, Tombouctou renoue avec l'espoir à travers l'art et la culture. Du 18 au 28 décembre 2025, la cité des 333 Sangs accueillera la Biennale artistique et culturelle, un événement placé sous les signes de la paix et de la créativité. La cérémonie de pré-lancement s'est tenue ce 19 août au CICB. Djeneba Samaki. La ville de Tombouctou, considérée comme la capitale culturelle du Mali de par son histoire, abritera du 18 au 28 décembre 2025 la biennale artistique et culturelle dans un contexte de défis. Les défis sont nombreux. Il s'agit de défis d'hébergement, mais déjà tout Tombouctou est à pied d'œuvre. Il s'agit des défis de manière globale, organisationnelle. Nous sommes à pied d'œuvre. Il s'agit particulièrement des défis sécuritaires. Malgré ces défis, les rendez-vous est donné dans une atmosphère de ferveur et d'espoir sous les thèmes culture, piliers pour bâtir le Mali nouveau. Plus qu'un rendez-vous culturel, la région de Tombouctou voit en la biennale une opportunité de relèvement économique, de développement, de brassage entre toutes les filles et tous les fils du Mali. Les ministres de la Culture, les gouverneurs de la ville et les membres du comité d'organisation ont tous partagé une vision commune, celle de faire de la biennale un catalyseur de paix, de créativité. Au-delà des discours, c'est un message d'unité et de résilience qui a été délivré. Donc cette édition va être un moment unique pour rassembler le peuple du Mali. Ça va être marqué un moment historique. Je pense que inviter l'ensemble du monde entier à venir partager ces moments, partager les couleurs de la vie, et ça va être tout simplement très beau et unique à l'histoire de notre pays. Selon les présidents du collectif des griots de Tombouctou, la biennale n'aurait pas de sens sans ses premiers ambassadeurs, les artistes, peintres, sculpteurs et musiciens. Cette biennale sera leur tribune, un espace de création et d'expression où tradition et modernité coexisteront. C'est une activité récréative parce que ça permettra vraiment à tous les Maliens de se retrouver dans un même coin, de se donner la main pour pouvoir vraiment parler de la paix, de la cohésion sociale et la coexistence pacifique. La conférence de pré-lancement n'est que la première note d'une harmonie culturelle qui se jouera à Tombouctou, un rendez-vous pour célébrer l'art et la paix. Hors de nos frontières, réunis à Yokohama du 20 au 22 août pour la TICAD 2025, les dirigeants africains et japonais cherchent à redéfinir les bases de leur coopération. Face à l'endettement croissant du continent et à l'influence chinoise, Tokyo tente de s'imposer comme un partenaire crédible, misant sur la jeunesse, l'innovation et une approche multilatérale. Fatmata Wassiou. Au Japon,
Plus précisément à Yokohama, la diplomatie économique se déploie comme une carte de visite, séduire l'Afrique et se positionner comme une alternative crédible à la Chine. Dans un contexte où la dette asphyxie de nombreux pays du continent, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICA 2025 qui se déroule ce mercredi 20 au vendredi 22 août reflète cette ambition. Tokyo promet de former 30 000 experts africains en intelligence artificielle et de stimuler l'investissement dans des secteurs stratégiques allant de l'énergie à l'agro-industrie. L'initiative Tomoni Africa, qui met l'accent sur la jeunesse et l'innovation, s'inscrit dans cette logique. Privilégier les potentiels humains africains plutôt qu'une dépendance exclusive aux infrastructures financées par emprunt. Pour élargir son champ d'action, le Japon s'appuie aussi sur des partenaires comme l'Inde et les pays du Moyen-Orient, afin d'offrir aux États africains une diversité d'options. Mais les défis restent entiers. Les entreprises nippones hésitent encore à s'implanter massivement en Afrique, freinées par les risques perçus et la concurrence agressive de la Chine, de la Turquie ou du Brésil. Dans ce jeu d'influence à l'échelle mondiale, l'Afrique n'est pas uniquement un terrain de rivalité, elle détient les clés de ses propres choix. Reste à savoir si ses dirigeants sauront transformer cette compétition de partenaires en levier pour défendre leurs priorités plutôt que de subir de nouvelles dépendances. Sport à présent, le championnat d'Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive. Après une phase de groupe disputée, le tableau des quarts de finale est désormais connu. 8 sélections restent en lice, dont les 3 pays hôtes de cette édition. Le récit d'Ibrahim Babi. Après des affrontements riches en spectacles, en suspense et en rebondissements, le tableau final du CHAN 2025 est désormais fixé. Place désormais au quart de finale qui débute ce vendredi avec 4 affiches particulièrement attendues. À Nairobi, le vendredi, le Kenya, co-organisateur du tournoi, rêve d'écrire une nouvelle page de son histoire. Les Harambee Stars espèrent décrocher une première qualification pour les demi-finales. En face, Madagascar, demi-finaliste surprise en 2022, entend confirmer sa montée en puissance et prouver que son parcours n'était pas un hasard. Dans la soirée, à Dar es Salaam, la Tanzanie, portée par son public, croisera le fer avec le Maroc. Double champion en 2018 et 2020, le royaume chérifien reste une référence dans la compétition. Les Lions de l'Atlas visent un 3e titre en 4 éditions, tandis que les Taifa Stars veulent créer l'exploit à domicile. Samedi, cap sur Kampala. L'Ouganda, 3e pays hôte, se mesure au Sénégal, tenant du titre. Pour les Crânes, une place en demi-finale serait historique, mais les Lions de la Teranga, sacrés en 2023, ne comptent pas céder leur couronne sans lutter. Enfin, à Zanzibar, l'Algérie, finaliste malheureuse de la dernière édition, affrontera le Soudan, surprenant leader de son groupe, devant des nations comme le Sénégal et le Nigeria. Les Fennecs espèrent retrouver le dernier carré, mais les crocodiles du Nil veulent s'inviter parmi les grands. 8 nations, 4 matchs et une même ambition, rejoindre le dernier carré et continuer la route vers le sacre continental. Et on change de discipline pour parler des quarts de finale de l'Afrobasket 2025. Le choc entre le Mali et la Côte d'Ivoire était sans doute l'une des affiches les plus attendues de ces quarts de finale de l'Afrobasket. À l'issue des prolongations, le Mali s'est imposé 102-96, décrochant ainsi sa place en demi-finale. Les éléphants, invaincus depuis le début du tournoi, ont dominé la rencontre. 90-90 à la fin du temps réglementaire, le Mali prend l'avantage durant la prolongation et sort victorieux du match. Voilà, bravo à nos représentants. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.